Mais voilà, pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi parle cet excellent livre, est-ce que tu Ouais, peux nous en dire un peu plus? d'après la technique d'écriture qu'on a choisie, pour ce deuxième, parce qu'on change de technique d'écriture à quatre mains à chaque fois, ce serait plutôt le rôle de Gérard de faire le pitch. Mais en gros, il s'agit d'une double course. On est en 1850 à peu près, à la grande famine en Irlande, et un jeune homme et une jeune fille sont obligés de fuir l'Irlande, à la fois à cause de la famine, et à la fois à cause de l'environnement politique, à la fois à cause d'une guerre des clans. Ils s'embarquent pour le Nouveau Monde pour refaire leur vie. Et donc une partie du roman, c'est ça, c'est cette fuite depuis l'Irlande du milieu du 19e jusqu'au Québec, qui est à l'époque un nouveau monde plein de dangers et de promesses d'avenir. Et la fuite se complique parce que ceux à cause de qui ils sont partis s'entêtent dans une vengeance et se lancent à leur poursuite à travers le même itinéraire, c'est-à-dire la traversée de l'Atlantique et l'arrivée au Canada et la traversée jusqu'au fin fond de l'Outaouais. Et on a donc cette double course, cette double fuite, une fuite pour se sauver et une fuite pour se faire rattraper. Alors, en gros, si je peux résumer ça comme ça. C'est un livre qui est difficile à résumer parce qu'il est très dense. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients. On va en parler, mais sans rien gâcher, parce que ça, c'est un peu la règle ici. On fait vraiment très, très attention à ça. Euh, Pendant qu'on cherche Gérard, ben, Ouais. tu en parlais. Alors, pourquoi ce choix de la grande famine irlandaise? On est aux alentours donc, de 1847 dans le roman. Pourquoi ça comme point de départ? J'imagine qu'il y a une Alors, raison. encore une fois, ça revient à notre technique d'écriture. Celui-ci, on l'a écrit de façon complètement différente du précédent, qui s'appelait Souviens-toi de Sarah. Euh, et en fait, Gérard a commencé par écrire la totalité du livre. Et donc, ça part d'une idée à lui. Tu sais qu'il est très amoureux de l'Irlande, il y va tous les ans pour pêcher. Et donc, il est passionné par ce pays, il a une magnifique documentation dessus, il a un amour fou pour ce pays. Et donc, c'était le point de départ qu'il s'était donné. Euh, et donc, c'est son choix vraiment. Et dans cette version de notre technique d'écriture, c'était comme ça qu'on fonctionnait, c'est-à-dire que l'un de nous deux écrivait l'entièreté du bouquin, l'envoyait à l'autre, l'autre le remaniait de fond en comble selon son choix, le retournait au premier, et le premier lissait un peu le tout pour en faire une histoire présentable. Donc ça part de lui, ça part de son amour de l'Islande, de l'Irlande. C'est le Roland Garros de l'écriture. Vous Oui, faites un peu, vous faites, mais oui. c'est amusant comme technique de tout écrire. Et on va lui demander hein, comment il a choisi finalement de te confier son bébé, parce que quand on écrit un livre, on se dit, ok, je vais le donner à quelqu'un là, qu'on connaît à peine, qui débute ou pas. Et c'est vrai que c'est intéressant cette complicité-là. C'était intéressant chaque fois d'attendre le retour de ce que lui t'envoyait en disant, ok, voilà les remarques. Oui, parce que en fait, si tu veux, c'est notre deuxième, on est en train d'écrire le troisième. Euh, et ce qui nous a rapprochés, c'est notre amour de l'écriture. C'est-à-dire que on n'est pas seulement auteur pour écrire des histoires, on est auteur pour se frotter à l'écriture en tant qu'outil, en tant que presque qu'œuvre d'art, quoi, de sculpture. Mhm. Quoi. Et dans le premier, on avait deux périodes différentes. Euh, une période dans les milieu des années 60 qui racontait un journal intime, et une deuxième période qui était contemporaine qui racontait l'enquête d'une éditrice sur ce journal intime qu'elle avait reçu de façon anonyme. Pardon. Donc Mhm. on avait vraiment deux niveaux d'écriture, deux périodes, deux styles différents, et là on écrivait chacun un chapitre dans son style et dans son époque. Dans celui-ci, on a choisi l'autre solution. Ça partait d'une idée de Gérard, donc il a écrit l'ensemble, et il n'y a pas de il n'y a pas de complexité, si tu veux, à recevoir le travail d'un autre. Nous, ce qui nous caractérise Gérard et moi, je crois, c'est qu'on n'a pas de vanité d'auteur. C'est-à-dire on va pas s'arc-bouter sur ce qu'on a écrit en se disant c'est la plus belle chose du monde et on ne peut pas faire mieux, etc. Mhm. Euh, En dehors de ce qu'on fait ensemble, en dehors des livres qu'on fait ensemble à quatre mains, donc je te dis que le troisième est en route, là, euh, on s'échange toutes nos histoires, tous nos projets d'histoire, tous nos débuts d'histoire. Quand on est en voiture, quand on va
On est monté l'autre jour de Paris jusqu'à à côté de Valenciennes. Ça fait 2 heures et demie, presque 3 heures de voiture. On s'est raconté dedans et on s'est calé une dizaine d'histoires. Ça fait partie des choses que moi j'aime dans ce métier, que j'ai trouvé avec Gérard, c'est-à-dire cette capacité à, à travailler ensemble. C'est assez rare parce qu'en général, tu as des copains que tu connais depuis 10 ans et qui te disent ouais, je travaille sur un bouquin, mais je te dis rien parce que je voudrais pas que, etc. Non, nous on est dans l'opposé. C'est beau cette confiance, ça fait plaisir de voir que ça existe aussi. Oui, c'est à la fois une confiance et en même temps c'est une connaissance, si tu veux, d'un point de vue artistique. C'est-à-dire que frotter nos phrases, il a des expressions, lui, des fois que je tombe des nues en me disant mais où il va chercher ça, quoi. Et je sais que lui, c'est un peu pareil. J'ai des associations de mots quelquefois qui lui plaisent, on en parle, on se le dit. Je lui dis, bah, si, je te l'apprends, je l'utilise, je vais m'en servir. Toi, on n'est pas dans l'auteur enfermé, calfeutré dans sa pièce au 3e étage, que personne ne peut venir déranger. On n'est pas dans cet esprit-là. Non. Et parce que ça fait réagir évidemment des gens dans le chat et dans ma petite oreillette aussi. Ça vous parle tellement parce que je dis exactement la même chose avec le 80 que j'écris avec Pierre Gaullon. C'est très beau en fait ce genre de choses et c'est indispensable le côté vanité dont tu parlais parce que au final c'est un jeu, on a une boîte à outils comme tu en parles très bien et on s'amuse, on voit parfois, je disais avec Pierre, on s'amusait à se dire on fait la même partie pour voir qui s'en sort le mieux, mais c'est pas un concours négatif, c'est juste pour rigoler et se dire après on va garder le meilleur mais très, très humblement et c'est très très amusant parce que l'écriture est un peu solitaire. Et là, finalement, tu partages. Les deux sont complémentaires pour toi. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Tu prenais la comparaison du tennis en riant. Par exemple. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de beau match de tennis si on n'a pas de bons joueurs. Et si les deux bons joueurs ne se jouent pas au même niveau l'un en face de l'autre. C'est ça qui fait le bon match. Alors, on peut dire qu'à la limite, le bon livre se fait aussi comme ça, avec deux auteurs du même niveau qui prennent plaisir à... Donc, on parlait de ce projet de Gérard, l'Irlande qu'il adore. On va y revenir. Il y a beaucoup de recherches aussi là-dedans. Je ne sais pas ce que tu y as mis toi, on va en reparler, parce que c'est un des plus beaux compliments que je peux vous faire, c'est que finalement, j'ai pas cherché qui avait écrit quoi, et je m'en moquais complètement, j'étais embarqué dedans. Et c'est vrai que quand on se dit, il y a un duo à la barre, et je m'en moque complètement de savoir qui a écrit quoi, qui a fait quoi, peu importe, c'est le résultat qui m'embarque. Il y a beaucoup de recherches. C'était important. Est-ce que c'est Gérard qui a beaucoup travaillé sur les recherches parce qu'il connaît très très bien tout ça et puis tu as amené autre chose? Ou bien est-ce que toi aussi tu t'es plongé dans l'histoire de cette grande famine qui n'est pas rien, les migrations comme ça vers d'autres la partie recherche, c'est vraiment Gérard. C'est-à-dire que toute cette doc, il a une capacité à se documenter qui est phénoménale. Moi, dans les bouquins que j'écris seul, je me documente le moins possible. D'abord parce que je suis bordélique, d'abord parce que je perds tout ce que je peux noter, tout ce que je peux compiler. Et j'ai trouvé en Gérard là un partenaire idéal parce que lui, franchement, c'est le roi de la doc, quoi. C'est-à-dire que il me racontait que il est allé voir, par exemple, dans certaines scènes autour de Québec, vérifier à quelle date la ville avait brûlé. Parce que même si l'action se passait quelques années après, une ville qui a brûlé 3 ou 4 ans plus tôt n'est pas la même, n'a pas le même visage, n'a pas la même couleur, n'a pas la même odeur qu'une ville qui n'a pas brûlé. Donc il va jusque dans ce détail-là. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dedans, absolument, le nom des rues, le nom des endroits, etc., tout est vrai. Et c'est souvent mis dans les chroniques. Hein. J'ai vu, c'est souvent... Ouais, voilà, les historiens se font plaisir avec le livre. Il y a des spécialistes québécois qui ont été scotchés par la précision de sa documentation. Il y a des Québécois qui ont appris des choses. Moi, en fait, je t'ai découvert il y a quelques années en embarquant pour la Mongolie avec un certain personnage, comme pas mal de gens t'ont découvert comme ça, avec Yerul Delger. J'ai cette image de toi depuis lors de l'explorateur qui m'emmène en terre inconnue. C'est une émission que j'adore, vous le savez bien, parce qu'il y avait l'habitude. Avec Gérard, dans ce projet-là, comment vous avez décidé de mettre le cap sur la région Outaouais? Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais fait spontanément seul? Est-ce que tu as... Comment vous avez choisi ça? Ou c'est l'histoire qui a choisi peut-être? Ce qui est très curieux,
Encore une fois, c'est Gérard qui a choisi. C'est son point de départ à lui. Mais ce qui est très bizarre, c'est que pendant qu'on écrivait ce bouquin à quatre mains, moi j'écrivais un autre bouquin qui est sorti la semaine dernière chez Paulsen, qui s'appelle Ravage, et qui se passe aussi dans le Grand Nord canadien. Donc il y a une concomitance qui est pas innocente. Ça fait partie des univers que j'aime. Moi, j'aime bien les univers atmosphère minérale, Patagonie, Alaska, Islande, Mongolie, etc. Donc tu disais c'est parti voilà, de son idée, mais il n'a pas dû te convaincre non plus. C'est quelque chose qui te parlait, qui t'intéressait. On cherchait un autre thème pour faire un deuxième livre à quatre mains, et lui avait cette histoire-là sur laquelle il travaillait depuis longtemps. Et dans un premier temps, il m'a dit, je pensais qu'il voulait le faire pour lui-même. Et il m'a donné son bouquin, ce qu'il avait pratiquement écrit, et j'ai trouvé dans le livre deux, trois choses qui, pour moi, pouvaient être améliorées. Et donc, on a travaillé là-dessus. C'est comme ça qu'est partie notre collaboration. Mais au départ, c'est vraiment une idée à lui. L'Outaouais, il m'en parlait depuis un bout de temps déjà. Et vu qu'il t'en parlait et que c'était un peu son projet à lui, comment tu t'y es retrouvé? Tu as découvert des choses? Il y a des moments où tu te dis, ouf, je voyage moi aussi, qui suis un grand spécialiste pour faire voyager les personnes, mais est-ce que lui t'a embarqué avec, avec ce choix de destination? Il y a des scènes particulières. Moi, je venais de sortir à Islande chez Paulsen, où on m'avait fait beaucoup de compliments pour une scène de naufrage que je raconte dans les premiers chapitres. Et quand j'ai lu Outaouais et que j'ai vu la façon dont Gérard racontait son propre naufrage, j'étais sidéré parce que je trouve que la façon dont il racontait le naufrage, elle était 10 fois plus documentée, 10 fois plus visuelle, 10 fois plus impactante que ce que j'avais fait moi, quoi. Après, il y a certaines scènes dans les bois, il y a même une certaine brutalité entre certains personnages. Oui, donc vraiment des scènes nature, brutalité, homme-nature, entre les hommes, etc. Tout ça, tu t'y retrouves évidemment. Oui, ça me parlait beaucoup. Je te dis, le seul problème, c'est que je trouvais au départ c'était son bouquin. Je le lis et je lui dis, je pense qu'il manque un deuxième ressort qui est la deuxième poursuite. C'est-à-dire la poursuite quand des Irlandais qui mettent au point une vengeance et qui vont aller jusqu'au bout de leur vengeance, c'est-à-dire qu'ils vont traverser la moitié du monde aussi pour se venger. Et là, il m'a dit, mais dans ce cas-là, oui, tu as peut-être raison, mais dans ce cas-là, fais-le toi. Et voilà, dans ce cas-là, on le fait à quatre mains. Voilà. T'as pas été trop dur à convaincre, j'ai l'impression. Ça avait l'air. Non, écrire avec Gérard, c'est un vrai bonheur. Donc, quand il y a un sujet comme ça en plus, c'est fantastique. Ça ressemble à tout ce que j'aime écrire. L'aventure, les pays lointains, les pays sauvages, c'est ce que j'aime écrire. Tu as ou tu comptes aller dans la région Outaouais ou pas du tout? Oui, j'y suis passé il y a très longtemps. Mais oui, si le bouquin semble bien marcher là-bas. Il a eu de très très bonnes critiques de la part de spécialistes de la littérature noire au Québec. Et oui, il n'est pas impossible qu'on y aille. Ouais. Tu dois être du côté de Richard, ça, si je ne me trompe pas. Le spécialiste. Richard Mignot. Oui, c'est ça. Oui, il y a aussi Norbert Feller aussi, qui est un grand spécialiste du pour écrire, tu t'es servi en fait de tes souvenirs de ce voyage que tu as fait il y a quelques temps Oui, pas trop. Alors moi, par rapport à Gérard, j'ai cette particularité, j'écris absolument sans plan, sans aucun plan, il n'y a pas 3 lignes de plan du tout. J'écris en me documentant le moins possible, en tout cas au préalable. Je me documente, en fait je vais vérifier la documentation que j'ai mise dedans. Au départ, la documentation, ce sont mes souvenirs de voyage, de lecture, d'études, etc. Et je vais vérifier soit après coup, soit vraiment spontanément au moment où j'écris. Si j'ai besoin, si la scène se passe en Union soviétique dans les années 50 et qu'un type sort un flingue, je vais tout de suite voir arme de poing, armée soviétique 1950. Et là, en général, il y a deux qui sortent, c'est le Makarov et le Tokarev, et j'en prends un en fonction de
vraiment du nom, de ce qui me plaît, etc. Et après, une fois que tout est écrit, alors il m'arrive de reprendre tout le manuscrit et d'aller vérifier tout ce qui est documentation, parce que comme je me base que sur mes souvenirs, c'est pas sûr que ça soit... En quoi la nature est un personnage pour toi? C'est, je pense, un personnage capital d'ailleurs de beaucoup de tes livres, pour pas dire tous. Tu parlais de la minéralité, Ouais. mais cette nature, elle représente quoi pour toi en tant que personnage dans les livres, en tant que corps? Moi, je suis convaincu, en partie pour l'avoir vécu moi-même, que la nature influe sur le comportement des hommes. C'est-à-dire que si tu prends le même type et tu le mets un an en Sologne, et tu prends exactement le même type, tu l'emmènes un an en Islande ou un an en Alaska, ça ne sera pas le même homme. Il n'aura pas le même comportement. Et donc, l'endroit où se déroulent les histoires, l'endroit où vivent les hommes, influe définitivement sur leur comportement. La culture nomade n'existe que parce qu'ils vivent dans la steppe. C'est pas la même culture nomade que les nomades d'Amazonie ou que les nomades du désert. Donc c'est pour ça que c'est un personnage capital, parce que ça détermine les hommes, comme quand l'Irlande aride en pleine famine détermine la violence des hommes. La fureur de l'océan détermine le courage des marins. Et quand ces types-là arrivent dans un nouveau monde où tout est plus grand, les forêts sont plus grandes, les montagnes sont plus grandes, les animaux sont plus sauvages, ça redétermine à niveau leur position. Dans une trilogie que j'ai écrite sous un autre pseudo, sous le pseudo de Roy Braverman, ça commence dans les Appalaches, par une espèce de course-poursuite dans des personnages qui sont des brutes, qui sont des gens de grande violence. Et dans le deuxième tome, ils vont se réfugier en Alaska. Et là, ces types qui sont des brutes tombent sur un paysage qui est 10 fois plus brutal qu'eux. Mais tu parlais de cette complicité, de dire du mal, on va parler un peu de ça, c'est marrant, parce que c'est une question qui revient très très souvent. Est-ce que écrire à deux comme ça, c'est plutôt montagne russe, avec des hauts, des bas, des querelles, des grands moments de joie, ou plutôt un fleuve tranquille, finalement, et quelque chose d'assez paisible qui coule de source? Pour nous, c'est plutôt un fleuve tranquille. Je pense qu'on n'a pas une seule engueulade sur les deux bouquins, sur le troisième qu'on écrit en ce moment. D'un autre côté, comme on change de technique à chaque fois, par exemple le troisième, celui qu'on écrit en ce moment, on est parti du principe de s'échanger systématiquement tout de suite tout ce qu'on écrit. Si on écrit 5 lignes ou si on écrit 5 pages, on se l'échange tout de suite, on intervient tout de suite dessus, on le modifie tout de suite. Ce qui est une autre façon d'écrire. Maintenant, on n'a eu aucune engueulade, rien. Moi, j'ai une manie, c'est de tout reprendre. Toi. Je reçois un texte, je mets tout dedans, et au début, toutes mes remarques, etc. Au début, je me disais, mais ça va finir par vexer Gérard ou le fâcher. Et non, lui, il intègre 90% de ce que je corrige, de ce que j'intègre, et puis ce qu'il me renvoie. Non, et après, lui intervient de la même façon, donc il reprend. En fait. Allô. C'est beaucoup mieux. Alors, ça marche avec le portable, le téléphone portable. Il y a encore un défi technique de plus, et puis on arrête avec les défis techniques. Il faudrait que tu te mettes en horizontal, donc en rotation, pour qu'on te voit. Super. Voilà. Alors attends, je fais en sorte qu'on te voit, et puis on est sauvé pile à l'heure. La vie est belle. Pile à l'heure, t'as vu? Ah bah oui, pile à l'heure. J'allais juste dire plein de conneries sur toi, et mince. Mais je les ai pensées, alors. Allez, en fait, j'avais Nelly de l'autre côté en hotline et. Ah ouais. Ça fait plaisir de vous avoir tous les deux. Il nous reste quelques minutes, on va s'en sortir. J'ai encore plein de questions passionnantes, mais donc plutôt un long fleuve tranquille de ce que j'entends. Tu auras un droit de réponse, hein, Gérard, pour chaque bêtise ou bonne réponse que Yann a donnée. On pourra réécouter ensemble et tu pourras revenir pour... Le droit de réponse est sacré dans la presse, c'est très important. D'accord.
Une question aussi, on parlait d'histoire tout à l'heure, on va te demander à toi, puisqu'on disait c'est un peu ton bébé de manière originale, et puis évidemment tout ce qui s'est passé après. Au niveau historique, c'est donc l'histoire de la grande famine irlandaise qui a un peu tout déclenché. C'est le mildiou aussi qui déclenche tout ça. C'est le mildiou, oui. Comment est-ce que toi tu t'es dit, ça c'est le départ de mon livre? Parce que peu de choses ont été écrites sur cette période-là et sur les conséquences que ça a eu. Et quand je suis allé la première fois, il y a 30 ans en Irlande, ils m'ont bien fait comprendre qu'ils n'aimaient pas les Anglais. Et j'ai compris qu'ils n'aimaient pas les Anglais pour plein de raisons. Et la grande famine en est une. Donc je voulais un jour me mettre dessus pour écrire quelque chose sur la grande famine. Et c'est tombé à ce moment-là parce que Patrick, à l'époque, écrivait un bouquin. Je recevais des bribes de ce qu'il écrivait de temps en temps. Il écrivait à l'Islande. Et bon, il y avait un autre bouquin aussi qui était en cours parce qu'il en a toujours 3 ou 4. Et je me suis dit, mais ça m'a donné envie d'écrire une épopée. Donc en fait, les choses se sont enchaînées de cette manière-là, à ce moment-là. Voilà. J'espère que vous allez lancer un tour opérateur, parce que je pars en Islande a priori en septembre. Oui. Je te demanderai des conseils, mais c'est vrai qu'Irlande... demande à Patrick, là. Demande à Patrick. Évidemment, mais l'Irlande aussi me tente beaucoup, donc je te demanderai à toi. Non, il faut lire un polar que j'ai écrit chez Albin qui s'appelle Emae. Oui. Voilà. Dont l'intrigue suit le circuit touristique de base, c'est-à-dire tout le tour de l'Islande par la route numéro 1. D'accord. Là, tu auras toutes les étapes, tous les trucs à voir, etc. D'accord, je note. Je disais dans ce livre tout à l'heure, Gérard, et je pense qu'on te le doit aussi, donc je m'empresse de te poser la question, ça a retenu toute notre attention. Il y a beaucoup de précision et de soin qui est apporté au vocabulaire. Alors, par exemple, sur la navigation, c'est incroyable. Je crois que je connais chaque pièce du bateau, et c'est chouette d'avoir cette richesse-là dans les livres, d'apprendre. Moi, j'ai appris des choses. Je suis pas un grand navigateur a priori, mais donc j'ai appris des choses. On retrouve des métiers qui ont disparu, qu'on connaît moins, cageur, draveur. Ça représente quoi pour toi et pour vous deux, la richesse des mots, du vocabulaire, de plonger, d'utiliser cet outil? On en parlait avec Yann tout à l'heure. Les outils que vous pouvez utiliser en tant qu'auteur, il y a les mots, et vous y faites vraiment très attention, j'ai l'impression. Ah ben c'est indispensable. Je pense que toutes les lectrices et tous les lecteurs aujourd'hui lisent un bouquin en essayant d'apprendre quelque chose. C'est un plus. Mais quand ils apprennent quelque chose, ils vérifient sur Google à côté pour voir si c'est vrai. Alors, les termes techniques sur les voiliers, je les ai mis volontairement parce que Martin, le héros du bouquin, connaît la voile. Peu importe que ça s'appelle le Mad-Misaine ou le Grand Perroquet, lui sait les situer. Donc, il fallait être crédible sur ce genre de voilier. Les voiliers qui faisaient la traversée, souvent, c'était des briques. Donc, c'était souvent des 2 mâts. Donc, faut être précis quand on commence. Ou alors, on dit rien et on décrit une traversée à travers les gars qui sont dans la cale et qui voient qu'à travers le petit fenestron. Si on est sur le bateau, on est obligé de le décrire. Donc, faut être précis. Oui, il faut être précis. De même que pour parler des bûcherons, il faut utiliser les termes qu'ils utilisaient à l'époque. Autrement, on n'est pas crédible. C'est Gérard Pédia. Tu as fait des recherches incroyables. Tu as passé combien de temps pour nous pondre toutes ces précisions qui ont du sens, comme tu le dis si bien? Ça ne me dérange pas de faire des recherches. C'est mon côté. Je suis tombé dans la bassine de la comptabilité quand j'ai fait des études. Donc, j'ai un cerveau gauche et un cerveau droit. Le cerveau gauche m'oblige à m'entourer et à me sécuriser en allant chercher plein de trucs. J'ai cherché quelles étaient les chansons qui étaient chantées dans les camps de bûcherons. Je les ai pas mises, mais je les ai. Je pense que quand on écrit quelque chose, faut s'entourer de certitude. Et voilà, c'est mon truc à moi. Personne ne le sait, ça. Enfin, maintenant, il y a un peu plus de monde. Maintenant, il y a un peu plus de monde. Et c'est un peu, si j'entends bien, votre complémentarité aussi. Puisque, Yann, tu nous disais, moi, les recherches, c'est plutôt après. Et au début, pas de plan, rien du tout. Toi, Gérard, tu as un plan, j'imagine.
Un petit plan, un Alors, grand plan? je sais d'où je pars, je sais où je vais. Ok. Après, au milieu, quand on écrit, souvent les personnages poussent dans une direction qu'on ne souhaitait pas trop. Euh, Avec Patrick, on a compris quand même l'utilité qu'il y avait à- à bosser avec des séquenciers parce que autrement on s'égare. Alors quand on est tout seul, se perdre tout seul, c'est pas trop grave. Quand on est deux, se perdre à deux, c'est compliqué. Dans le prochain qui arrive, on va mettre en place un séquencier. On va pas tout écrire, mais on va jalonner l'histoire d'un certain nombre de cailloux pour se repérer. Alors c'est un sujet, le temps file et il est important. C'est revenu dans les questions de Fanny, je vous le disais, qui m'a aidé à préparer très très bien cette interview. Euh, Comment avez-vous abordé les scènes assez difficiles et d'une manière générale la condition de la femme dans ce livre? J'ai envie de dire qu'en 2023, quand on lit ça, on se dit waouh, c'était quand même quelque chose. Comment est-ce que vous vous êtes mis à leur place? Parce que les femmes ne sont pas épargnées dans ce livre et leurs conditions non plus, j'ai envie de dire. Vas-y, Patrick. Les scènes hard, c'est lui. D'accord. Il y a déjà une chose qui est sûre, c'est que ce à quoi on tient, c'est de parler des personnages en général, et des femmes en particulier, euh, avec les mots, avec l'esprit et avec les comportements de l'époque. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à réinterpréter de façon un peu woke les personnages féminins. Et les personnages féminins, à l'époque, étaient à la fois complètement soumises à un patriarcat brutal et violent, et en même temps se détachaient des personnalités féminines d'une puissance extrême. En Alaska, par exemple, il y a toute une tradition de femmes à poigne en Alaska. Ce qui n'empêche pas que la très très grande majorité était exploitée, battue, violée, etc. Donc voilà, ce qui nous tient à cœur, c'est de ne pas se couler dans l'ambiance actuelle, de réinterpréter des destins qui remontent à plus d'un siècle à travers le prisme de la société d'aujourd'hui. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est exactement la réaction que tu as, c'est de dire ouais, qu'est-ce qu'elles prennent, ouais, parce que c'était comme ça à l'époque. C'était comme ça à l'époque, oui. Et donc, c'est une sorte de témoignage sur l'époque. C'est pas un drame contemporain artificiellement projeté à l'époque pour faire joli dans le décor. Mmh. Et le destin des gens va avec le destin du pays, va avec la violence du pays. Et l'histoire. Et l'histoire. Et on ne s'est pas réparti les rôles là-dessus. On est resté, comme je te dis, on écrivait tout le bouquin et on le corrigeait d'un seul coup. Donc on est passé tous les deux sur ces scènes-là plusieurs fois. Devoir de mémoire aussi, si je t'entends bien. Mais c'est moins violent. La question que tu poses dans Outaouais, elle est moins pertinente parce que dans Sarah, par exemple, le destin des femmes dans Sarah est un destin violent, beaucoup plus violent que dans Outaouais. C'est plus contemporain déjà et c'est pas très vieux, c'est en 65, 70, dans ces années-là. Et Outaouais, c'est 1840, donc 1850. Donc c'est la violence du 19e siècle n'était pas comparable à la violence du 20e siècle. Mais les femmes qui étaient violées, elles sont violées au 19e comme au 20e, et elles étaient mises au banc de la société comme ça. Outaouais, c'est une région neuve, c'est un nouveau pays. Donc Victoria, qui était la reine d'Angleterre et de tout le Canada, etc., envoyait là-bas des femmes pour peupler son royaume et pour qu'elle donne des enfants, que ces enfants soient des bras pour construire des navires, pour abattre des armes. C'était dans la logique des choses. C'était pas bien, mais c'était comme ça. Et plus globalement que les femmes, c'est aussi des jeux de pouvoir, des jeux de plein de choses. Et effectivement, les deux livres sont assez différents, hein, malgré tout. Oli Olibot nous dit destin de femmes et des enfants aussi, rude dans Souviens-toi de Sarah. On n'en parle pas beaucoup ce soir, mais effectivement, c'est aussi dans la dureté des choses. Donc,
voilà, on en garde des souvenirs. Et c'était une des questions de Fanny. Comment on sort d'un projet comme celui-là? Euh, Est-ce que Martin et Kate, par exemple, vous hantent encore après la fin de l'écriture pour parler de ces deux personnages-là? Il y en a tellement d'autres, mais on va parler Ben, de... les personnages, on les crée, donc on les garde toujours dans un coin de sa tête en se disant, parce qu'il y a déjà des demandes euh, d'un certain nombre de personnes qui disent, bon, alors à quand la suite d'Outaouais? On verra, je ne sais pas si on en aura une, mais oui, on a créé des personnages en mettant des traits de caractère, des comportements, donc on y pense, bien sûr. Outaouais, c'est Kate et Martin, c'est sûr, c'est sûr. Alors, on y pense, mais Mais on oublie après. il n'y a pas d'obsession parce que euh, moi, j'écris toujours au moins 3 ou 4 livres en même temps. J'ai 3 ou 4 livres d'ouvert en même temps. Ce qui veut dire que le temps que Outaouais soit terminé, le temps qu'il soit paru, j'ai 3 bouquins qui seront parus aussi et j'en ai 2 ou 3 sur lesquels je travaille. Donc, on est déjà dans un autre univers, si tu veux. Mhm. On est déjà passé à d'autres personnages. Alors, il y a des scènes. Moi, il y a des scènes, et 2, 3 scènes qui me restent. Mais j'ai pas l'obsession. Si tu veux. Mhm. De la même façon que j'ai pas de difficulté à rentrer dans une histoire, aucune, que ce soit une histoire à moi ou une histoire à Gérard, j'ai aucune difficulté à rentrer dedans. J'ai pas du tout de difficulté non plus à en sortir. Voilà. C'est euh, c'est ma façon de fonctionner, si tu veux. Mhm. Et puis souvent, on s'en rend pas toujours compte quand on est lecteur, mais il y a un très très gros décalage entre quand on termine un livre et quand il sort et que vous pouvez vous le procurer, le Oui. lire. Et donc la plupart des auteurs ont déjà beaucoup travaillé, si pas terminé déjà le suivant, comme tu dis. Et puis quand on écrit aussi vite que Yann, eh ben, c'est peut-être 2 ou 3, Donc, effectivement. allez, à l'époque, tu écrivais, le chant d'Aïgano, non pas le chant d'Aïganouche, l'oiseau bleu d'Erzurum. Absolument. C'est aussi une histoire qui était d'abord plus personnelle en ce qui te concerne et qui n'a rien à voir avec Outaouais, mais c'est une histoire forte. Donc, les personnages forts, on les emmène avec nous, mais quand le bouquin est fini, il est fini. Oui, et puis je te dis, entre-temps, j'ai sorti donc la saga historique sur l'Arménie. J'ai Ouais. sorti Ravage sur un fait divers dans le Grand Nord. J'ai sorti, là, qui sort ce mois-ci, Le Premier Fils, un polar chez Hugo. J'en termine Aïssoun. j'ai terminé Aïssoun, un grand roman sur la Mongolie. Et je termine, j'espère, cette semaine, un autre polar. Donc, à la limite, c'est presque loin, toi, Outaouais. Mhm. Oui, c'est loin. Ouais. C'est loin. Ah En ouais. tout cas, On quand l'a on le lit, fini. on part très très loin, et ça fait plaisir, en tout cas en tant que lecteur, de voir tout ça. Merci. Je vois que le temps file. J'ai plein de compliments à vous faire, mais je Ah les bah, referai en privé, Gérard, pour toi. Ou tu réécoutes le replay après. oui, Je oui, vois que Mathieu est avec nous et attend. oui. Juste une dernière question. J'entendais que vous travaillez déjà sur un troisième. C'est peut-être aussi l'occasion de dire un mot sur M+, qui a fait découvrir ce Page Command sorti un peu avec, souviens-toi Sarah, et Outaouais. Quels sont vos projets? Est-ce qu'on peut en savoir déjà un peu plus? Ou est-ce que vous gardez la surprise totale? Ça fait en tout cas plaisir à beaucoup de gens de voir que vous êtes déjà au travail sur un troisième. À Oui, vous parce deux. que, enfin, je sais pas, il va peut-être dire le contraire de ce que je dis. Des fois, il fait ça, lui. Ça Mais peut arriver. non, c'est pour dire que, je sais pas, on a imaginé au moins 10 bouquins. Donc, avec Patrick. Donc, celui qui arrive, il a vu le jour parce que, après diverses réflexions, on s'est dit, allez, on y va, on se lance. Euh, c'est un jeu, c'est parce que le jeu nous plaît, quoi. C'est parce qu'on a envie d'écrire ça. Voilà. Il y a 10 autres projets, mais peut-être qu'ils verront jamais le jour. C'est Sur le prochain, l'occasion fait le larron, en fait. Voilà. on peut être plus précis ça, que sur le Oui. prochain. Comme à chaque fois, c'est une technique d'écriture à 4 mains différente. Donc, il faut qu'il y ait un petit challenge d'écriture. Si tu veux. Mhm. Et cette fois-ci, on est vraiment dans l'écriture. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'écrire à 4 mains un livre, entre guillemets, à la Giono, à l'agence Giono. Donc, Mhm. on s'est donné cette contrainte d'écriture où l'écriture en elle-même
c'est-à-dire phrase par phrase, mot par mot, est presque aussi capital que l'intrigue. Et donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure pendant l'émission que sur ce projet-là, on travaille de façon différente. C'est-à-dire qu'on s'échange tout ce qui passe. Si on a une phrase, on l'envoie tout de suite. Si on a 10 pages, on l'envoie. Et on réagit. On a une peine, voilà. Il faut qu'on réagisse au niveau de l'écriture. On n'a pas encore, tout à l'heure, Gérard disait qu'on va être obligé de se mettre sur un séquencier. C'est justement pour ça. C'est-à-dire que autant les autres, on peut se laisser embarquer par l'histoire et on sait plus ou moins gérer l'histoire là où elle va, autant sur celui-ci, c'est l'écriture qui va être déterminante. L'atmosphère complète de l'écriture, de respecter ce style à la Giono, cette façon dont il a d'avoir presque un intervenant extérieur, un peu neutre, qui n'intervient pas dans l'histoire, mais qui détermine le parler du pays, etc. Donc voilà où on en est. Et c'est un beau projet. C'est vraiment un beau projet qui demande finalement presque beaucoup plus de boulot que les autres. Eh ben on a hâte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a hâte, tout le monde a hâte. On va aussi demander à Mathieu s'il se met des petits défis, parce que moi, en fait, j'ai des mots à caser pendant la soirée. Là, c'est un peu chaud, mais vous m'avez donné chaud aujourd'hui. Hein. Mais c'est très très chouette aussi de voir que quand on est auteur, on aime bien parfois se faire des petits défis, jouer, et c'est plutôt sympa. Je vais vous laisser à chacun le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte avant d'accueillir Mathieu Le Serre qui va nous parler de sa trilogie. On parle de beaucoup de livres aujourd'hui, c'est comme ça, on est généreux. Merci d'être là si nombreux avec nous. Je vois que vous avez plein de questions en plus, ça fait plaisir. Un petit mot de la fin, eh bien, je ne sais pas, qui a envie de commencer? Et merci pour le follow, Zéphie, ça fait plaisir. Gérard, le dernier arrivé. Dernier arrivé, il a le gage. Ah bah oui. Ah, faut que je commence? Oui. Merci, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. On est plus à l'aise dans l'expression écrite souvent que dans l'expression parlée. Enfin, Patrick, non, mais moi, oui, c'est sûr. Et à refaire quand tu veux, quoi. J'envoie une bise à Fanny parce que on l'a vu à Prix de Saint-Léger, et elle m'a parlé de la boîte, et visiblement elle est passionnée par la boîte. Donc voilà. Mais de plus en plus de gens. On n'est pas encore au degré d'une secte, mais on s'en rapproche quand même. Je plaisante, ne me donnez pas votre argent, je n'en ai pas besoin. Mais de mon côté, c'est bien entendu. Si je mange, j'en ai besoin, donnez-moi votre argent. Non, mais vraiment merci. Merci aussi, et surtout merci de nous faire parler d'écriture. Oui, voilà. C'est important. On a toujours parlé du livre, de l'histoire, etc. Mais nous, on est accro à ça, quoi, accro à l'écriture. Tout ce qui est technique, tout ce qui est tambouille, tout ce qui est cuisine intérieure. Et c'est rare qu'on échange avec des auteurs là-dessus. Très souvent, les auteurs sont un peu frileux sur leur façon de travailler, un peu intime, etc. Et avec Gérard, on a pris le parti d'en parler. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien. On est comme deux grands chefs dans une cuisine, quoi. On se régale. Eh bien, moi, je me mettrai à votre table pour parler écriture avec grand plaisir quand l'occasion se présentera. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir tous les deux. Et puis, ça fait plaisir. On demande, et c'est vrai que ça m'intéresse, vous avez déjà pensé ou vous avez déjà fait donner des ateliers d'écriture, puisque vous parlez un peu des coulisses des boîtes à outils. Oui. Vous donnez parfois ce genre de choses? Oui, bien sûr. Vous avez encore le temps pour ça, c'est incroyable. Ouais, c'est que quand on s'y met tard, il faut rattraper le temps perdu. C'est vrai, tu as commencé tard? J'ai commencé à 65 piges quand même. Hein. On a encore plein de choses à... Bah oui, c'est vrai que je fais le plus vite possible, parce que j'ai de plus en plus de choses de moins en moins de temps, donc il faut que je me débrouille. Bon, allez, il m'a envoyé 40 histoires. Ouais. Je sais, je le dis sur mon ordi. Si, vous avez du boulot, du coup, reposez-vous bien. On va Mathieu, parce qu'il faut quand même qu'il parle. Évidemment, il est tranquille, mais non, on va quand même lui laisser. On a beaucoup de questions aussi. Sinon, on va vraiment finir à 2h du matin, mais encore merci à tous les deux. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Vous êtes ici chez vous quand vous le souhaitez. Okay, et Gérard, on se refait ça depuis le début la prochaine. Ciao, Mathieu, bon courage. Ciao. Bon courage, Mathieu. Bonne soirée, camarades. Allez, tiens bon la rampe.